Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 5 du Tour de France féminin, Tour de France femmes, à chaque fois je dis féminin alors que c'est Tour de France femmes. Avec cette édition 2022, une étape de 176 km qui nous a mené du côté entre Bar-le-Duc et Saint-Dié des Vosges. Et c'était une étape qui n'était pas hyper passionnante. Si vous avez raté la majorité de l'étape, vous pouvez vous contenter de la chute et du sprint au final. Et puis j'ai envie de dire, même le sprint ne sauve pas vraiment l'étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'étape, si vous êtes amusé à regarder l'étape ou si vous êtes ennuyé. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme, F1. Il va y avoir les bilans Tour de France qui vont arriver. Je pense pas avant samedi. Il va y avoir une vidéo maintien. On va revenir un petit peu sur qui est bien en place. Surtout que je salue, on m'a envoyé ça par mail. J'ai oublié de lui répondre, enfin je lui ai pas répondu par mail, mais bon je lui dirai ça dans la vidéo. Mais qui m'a envoyé le classement sur le Tour de France du nombre de points qu'ont fait chacune des équipes. Alors j'ai pas vérifié, et puis de toute manière en ce moment j'ai pas trop le temps de vérifier, mais bon je me fie à cette personne. Du nombre de points qu'a récupéré chaque équipe sur le Tour de France. Donc en plus voilà, je pourrais vous dire précisément ce qu'ont fait chacune des équipes. Et puis on verra un petit peu, on essaiera de voir dans cette vidéo maintien aussi qui peut encore marquer beaucoup de points et qui a déjà pas mal utilisé son capital de coureur sur les grands tours, donc qui peut faire une bonne Vuelta, qui aura peut-être un peu plus de mal sur la Vuelta. Et on essaiera de voir qui est encore en danger et qui est vraisemblablement sauvé pour cette fin de saison. Bon, cette étape du Tour de France, je vais pas faire très long, je pense même sur le débrief. Ou sur l'étape, ça a été une longue procession de 176 km. On s'attendait pas à grand chose et on pourrait dire qu'on a quand même été déçus. Bon voilà, c'est le genre d'étape où tu te dis on aurait peut-être pu faire autre chose. On est quand même à Saint-Dié-des-Vosges. Saint-Dié-des-Vosges, je me dis, il y a quand même le mot Vosges. Alors je ne suis pas un spécialiste de la région, mais je pense quand même qu'il y avait une possibilité de faire une étape un peu plus vallonnée. Une étape comme ça, plate, même si elle est longue, ça sert à rien. Une étape longue, mais vallonnée, ça devient une étape qui peut être très difficile et très marrante à suivre. Je me réfère notamment à la fameuse étape de Vierzon l'année dernière, 250 km, sauf qu'on ne les a pas vus passer parce que déjà Van Der Poel avait décidé de partir très tôt le matin, mais qu'en plus, dans le final, c'était très très difficile. Enfin, c'était très difficile. C'est qu'on avait des difficultés. T'as même pas besoin de foutre des difficultés de deuxième catégorie, de première catégorie. Tu peux juste foutre des troisième catégorie, quatrième autre catégorie, mais en enchaîner 4-5 dans les 50 derniers kilomètres. De toute manière, une fois passé 200 bandes chez les garçons et une fois passé 130 km chez les filles, les changements de rythme deviennent absolument difficiles. Sauf que là, bah, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent sur la deuxième partie de course. Il y a eu encore une grosse chute. C'est là, je l'appelle le Big One. C'est la fameuse chute que tu as chez les garçons, normalement en première semaine de Tour de France, qu'on n'a pas vraiment eu, mais c'est les fameuses chutes quand on a un peloton complet. Bon, voilà, ça tombe dans les 20 premières positions, derrière ça s'empile. J'ai eu certains dire ah, elles n'ont pas eu le temps de freiner. Là, de toute manière, même si tu freines, ça sert à rien, ça s'empile devant toi. Donc, en 2 secondes, là, t'as pas le temps de faire freiner le vélo. On en a chaque année sur des grands tours, normalement. C'est la fameuse grosse chute, voilà. Bon. Sur une route qui était large, bon voilà, ça tombe dans les 15-20 premières positions. Après, derrière, ça s'empile. Hein. C'est château de cartes. C'est dommage, c'est qu'on perd Emma Norsgaard dans cette chute-là, et puis qu'on a quand même eu pas mal de casses suite à cette chute-là, parce qu'à un moment même, on s'aperçoit qu'il faudra quand même mettre 2 voitures l'année prochaine par équipe. Hein. Ça sera vraiment une vraie chose parce qu'on a vu là dans beaucoup d'équipes, bah, on était un peu à la rue au niveau des vélos, ça commence à être compliqué. Il n'aurait pas fallu qu'il y ait une deuxième chute parce que je pense que sinon certaines filles elles finissaient avec un vélo cassé. Et puis on a vu également que la voiture médicale, bah, y avait tout le monde qui allait à la voiture médicale. Alors sur le Tour de France, normalement on n'a pas cette queue-là à la voiture médicale, là c'était vraiment la queue, fallait attendre. Ça fait un peu moyen quand même en termes d'organisation encore. Note de l'étape, je mets 6 sur 20. Pourquoi je mets 6 sur 20? Parce que
je me suis fait chier. Et pourtant, je vais vous dire, hein, j'ai pris à 50 bornes de l'arrivée. C'est-à-dire, j'ai pris juste avant la chute. Donc, parce que j'ai enregistré la première vidéo débrief, que j'ai fait la vidéo de l'Euro en début d'après-midi, et que je savais que sur cette étape-là, j'allais me faire chier, donc ça servait à rien de la regarder très tôt. Autant hier, j'avais mis l'étape très tôt parce que je pensais qu'il pourrait y avoir du spectacle, autant aujourd'hui, je savais qu'il n'y aurait pas de spectacle et je suis pas sûr que demain non plus, je regarde pas que les 50-60 derniers kilomètres. Ce que je fais, enfin certains vont me dire tu fais ça qu'avec les filles, je le fais aussi avec les garçons. Hein. Quand il y a certaines étapes où je sais qu'il va pas se passer grand chose, je regarde la dernière heure et demie. Puis voilà. Bon, bah, là j'ai regardé un peu moins que la dernière heure et demie parce que j'avais des activités à faire pour la chaîne. Mais là je suis à mourir. Hein. Ça a été très très long. Très très long, je pense pour les filles, parce que 4h15, 4h20 ou pendant 4h, 3h30 il se passe rien, tu te fais chier, hein. Même sur un vélo. Et puis la grosse chute, elle est peut-être même due à ça, c'est-à-dire que l'étape il y a tellement eu une non-course pendant 100 bornes, 100 bornes, 150 bornes, qu'au bout d'un moment, tu te déconcentres, et puis c'est quand tu te déconcentres dans un peloton qu'il arrive à catastrophe. Voilà. Donc c'est sûr que si l'étape avait été plus courte, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette chute-là, parce que les filles auraient été concentrées de manière beaucoup plus importante. Alors que là, oui, il n'y avait pas de course, donc les filles, elles attendaient que les kilomètres se passent, et puis bon, il y a une fille qui tombe à 45 bornes de l'arrivée, et puis derrière, tout le monde suit dans ce genre de chute. Mais 6 sur 20, en plus, le sprint sauve pas la course, parce que le sprint a été très linéaire, quoi. Vibes est tellement au-dessus des autres. En plus, tu as quand même l'erreur de Longo Borghini qui prend la dérivation. Ça fait quand même cyclisme amateur, hein. J'ai pas vu le roadbook, mais je pense que c'était indiqué sur le roadbook la dérivation, qu'il fallait continuer tout droit vu que c'est la seule qui s'est fait avoir. Ça fait un peu cyclisme amateur quand même. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, eh bien, je commence avec Victoire Berthaud. Elle a fait la journée devant. Elle a montré le maillot de la Cofidis, Victoire. La Cofidis sur ce Tour de France, pour le moment, ça a été un petit peu compliqué, avec Alana Kastrick qui est tombée. Grosse blessure, hein, pour Alana Kastrick, au moins 3 mois d'absence. Donc, vu qu'on est au mois de juillet, ça fait mois d'octobre, donc saison finie pour Alana Kastrick. Elle s'est vrillée au niveau de l'artère iliaque, je crois. Et je sais plus ce qu'elle s'est cassé d'autre. Donc c'est vraiment une grosse période d'absence pour elle. Non, sinon aujourd'hui, Victoire Berthaud, elle a fait le job devant. Il fallait fallait tenter le coup chez Cofidis. Puis il fallait se montrer, hein. C'est vrai qu'on a vu Saint-Michel hier. Aujourd'hui, la Cofidis devait se montrer. C'est dommage qu'on n'ait pas encore vu le Stade Rochelet, mais bon, avec seulement 2 coureuses, 2 concurrentes depuis 2 jours, hein, c'est sûr que ça risque d'être un peu compliqué. Mais Victoire Berthaud, voilà, fallait se montrer. Il y avait possibilité aujourd'hui qu'il y ait une échappée. Alors c'est vrai que c'était échappée publicitaire. Elle a bien résisté dans le final avec Christoforou. Elle a vraiment donné le maximum. Voilà, elle prend le classement de la combativité. Vous savez que c'est quelque chose que je regarde pas énormément, le classement de la combativité, mais voilà, elle a fait un bon job, elle a bien géré son échappée pour une fille qui a 20 ans, 21 ans, je trouve qu'elle est déjà très mature, Victoire Berthaud. Elle a une très bonne intelligence de course, parce que plus d'une fille aurait pas aussi bien géré qu'elle. Là, elle a très très bien géré dans le final en se disant bon voilà, faut un peu jouer au chat du jeu et de la souris, et puis ensuite on te laisse 3,30. Bon, on ne nous laissera pas beaucoup plus. Ce qui, chez les filles, est déjà une belle avance, hein, pour en échapper. Ensuite, il faut résister à un maximum. Elle a bien relancé l'échappée avec Christoforou. Elle a bien tenté de relancer encore à 5-6 km de l'arrivée. Mais le peloton était plus fort aujourd'hui. Et donc pour Victoire Berthaud, qui prend également des points pour le classement de la montagne. Alors ça risque d'être peut-être compliqué pour elle pour prendre le maillot à poids. C'est peut-être pas la meilleure en montagne, Victoire Berthaud. Mais voilà, elle a 4 points au classement de la montagne. Elle est 4e, juste derrière Laura Asensio et Coralie Demey, qui sont derrière Femke Geritze avec 8 points. Il faudra quand même faire attention dans ce classement à Elise Chabet, la concurrente de Canyon, qui aura envie de marquer des points. J'ai même, pour tout vous dire, un petit souci avec Elise Chabet, parce qu'elle est tombée, hein, dans l'épingle. C'est elle qui est tombée. Enfin, il me semble,
me semble-t-il que c'est elle qui est tombée dans l'épingle, Elie Chabet, et pourtant, sur mon classement pour le moment, elle est à 1,27 de retard, alors que normalement la chute était dans les 3 derniers kilomètres, donc elle devrait être remontée en termes de temps, vu que c'était une chute. Donc on verra ce que ça va donner, mais pour le moment, elle n'est pas marquée comme chute dans les 3 derniers kilomètres. Mais voilà, du côté de Victoire Berthaud, belle étape devant. Je pense qu'elle en a pris plein les yeux. Voilà, je pense qu'elle a pris beaucoup de plaisir à être à l'avant de la course. Cédric Vasseur a dû être content également. Et puis maintenant, pour les filles de la Cofidis, ça sera tenter quelque chose avec Rachel Neyland peut-être en montagne, mais je pense que ça sera un petit peu compliqué. On poursuit avec notre ami Guazzini. Et oui, Guazzini a fait 7ème du sprint pour l'équipe FDJ Suez Futuroscope. Il n'y a plus une Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est une Nouvelle-Aquitaine qui a disparu. Qui finit 8ème. Elle a tenté sa chance, voilà, elle a fait le sprint, ça fait quelques points UCI. Alors du côté des filles, ça a moins d'importance que du côté des garçons. Mais voilà, Victoria Guazzini, elle a tenté sa chance aujourd'hui. De toute manière, du côté de la FDJ, vu qu'on n'a pas emmené Clara Copponi, il n'y a pas grand-chose à faire du côté des sprints. Puis Victoria Guazzini, c'est quand même une fille que je suis depuis quelques temps. Depuis sa victoire là sur le Tour de Bretagne, elle a fait le 3ème du Samin des Dames également, et puis elle a été très forte du côté des Jeux méditerranéens. Elle a remporté le contre-la-montre, 2ème des championnats d'Europe U23 sur le chrono et sur la course sur route au Portugal, c'était pas mal aussi. Ce qu'elle a fait derrière Sherin Van den Rouge et devant Fern Van Empel, où les Françaises n'ont pas été foncièrement. Enfin, Marie-Lenette a fait 8ème, mais c'était pas simple. Et je trouve que voilà, c'est une fille, Victoria Guazzini, qui progresse bien, qui fait vraiment du bon boulot en ce moment. Donc on va voir ce que ça va donner dans les semaines à venir. Mais pour l'instant, je trouve qu'elle fait vraiment du bon travail, Victoria Guazzini. Et puis ça montre qu'elle est en forme, ce qui est également intéressant pour son équipe, parce que on aura besoin d'elle pour Cécile Ludwig. Cécile Ludwig, je rappelle qu'elle est à 1,50. Donc si elle veut gagner la course, il va falloir qu'elle renverse un petit peu la situation. Elle est à 1,52 précisément, et pour renverser la situation, elle va avoir besoin d'une équipe solide et de filles solides, notamment sur l'étape du Markstein. On peut noter également la 15e place de Laura Asensio du côté de Serra Tizit. Et puis en petit flop, Simone Boilard. Ça n'a pas été facile encore aujourd'hui pour Simone Boilard. Elle a cassé son dérailleur, la concurrente de Saint-Michel Aubert 93, qui n'a donc pas pu jouer le sprint. C'est dommage pour la Canadienne, parce que voilà, le 2e jour, elle était tombée. Là, donc, problème au niveau du dérailleur, et pourtant, on a quand même fait des résultats sur ce Tour de France. Donc, ce qui est frustrant, c'est qu'on se dit qu'un top 10 aujourd'hui est encore faisable pour Simone Boilard. Mais voilà, ça s'est pas bien passé pour elle sur cette étape. Voilà, elle a cassé son dérailleur, tout simplement. Mais je trouve quand même qu'elle a une bonne forme, une bonne condition physique. Ça va être intéressant de la suivre aux Jeux du Commonwealth. Je ne sais pas si j'aurai le temps de regarder les Jeux du Commonwealth. C'est une compétition que j'aime bien regarder. Voilà. Est-ce qu'on fera des débris des Jeux du Commonwealth ? Non, parce que je pense que ça intéresse 3 pécores, mais moi j'aime bien regarder les compétitions multisports. C'est avec les Jeux du Commonwealth, c'est quand même une grande compétition multisport internationale. Mais du côté de Simone Boilard, je trouve que voilà, les jambes sont là, mais elle n'arrive pas à trouver l'ouverture. Et puis là, quand c'est pas de mécanique, on peut pas faire grand chose. C'est rare quand même qu'un dérailleur explose comme ça, qu'un dérailleur pète complètement. Mais c'est aussi la différence entre une équipe comme Saint-Michel et une équipe comme la FDJ. Saint-Michel, il y a moins de moyens pour réparer les vélos. Les mécaniciens ont moins de moyens. C'est plus difficile aussi dans ces équipes-là en termes de matériel. Donc c'est peut-être ce qui a manqué aujourd'hui à Simone. Mais pour l'instant, c'est une fille vraiment qui fait du bon boulot. Et vraiment, c'est dommage, parce que du côté de Saint-Michel, c'est vrai que pour le moment, les résultats sont pas en adéquation avec les efforts. Mais moi, j'aurais bien aimé voir autant BNB Hotel sur la course masculine.
Donc pour une équipe qui a pas énormément de moyens, parce que Saint-Michel Aubert 93, je suis pas sûr qu'il y ait énormément plus de moyens que chez les garçons. Et ben c'est bien de voir des filles qui font des résultats quand même, qui font un top 10. Voilà, avec une fille qui est deuxième du classement du maillot à poids pour le moment. Enfin, je trouve que c'est très intéressant, voilà, pour une équipe, encore une fois, qui n'a pas énormément de moyens. C'est bien ce que fait Simone. Voilà, on poursuit tout de suite avec les coureuses au top. Attaque de Marlou! C'est assez facile du côté des coureuses au top, hein. Lorena Vibes, voilà. Elle nous a fait un sprint de déménageur. Quand je dis sprint de déménageur, c'est que ça m'a rappelé Greipel. Hein, vous vous souvenez de Greipel en début de carrière? Ça faisait souvent ça. Elle nous a fait un sprint, alors aux 200 mètres, elle est partie, mais alors d'une puissance surpuissante. Lorena Vibes, j'ai cru qu'il y allait le vélo qui allait se tordre. Tellement elle a foutu des watts dans les pédales, tellement elle y allait en force, vraiment, mais en force. C'est un sprint d'une puissance phénoménale, ce qu'elle a fait Lorena Vibes. Elle colle un vélo à tout le monde, mais elle est impossible à suivre pour le moment. Elle est impossible à suivre. Elle a rempli le job. Alors, on verra de côté de Rochheim si elle est capable de passer la bosse à l'arrivée dans le final. Mais Lorena Vibes, impressionnante puissance. C'est-à-dire, en termes de biomécanique, je pense que Cyril Guimard, il a fait une dépression. Parce que c'est vrai que ça bouge dans tous les sens. On a l'impression que on a l'impression qu'elle est à deux doigts de perdre que les roues sont à deux doigts de perdre le contact avec le sol. Que la roue arrière chasse quand même. J'ai rarement eu cette impression à la vitesse. Peut-être avec Remco Evenepoel lors de Liège-Bastogne-Liège quand il attaque, où c'est impressionnant quand il met en route. Mais là, Lorena Vibes, on a l'impression vraiment que le vélo va se déformer, quoi, que le vélo s'est plié de 5 mm à l'arrière. C'est phénoménal ce qu'elle a fait, quoi. Et derrière, elle est intouchable. Mais c'est quand même une belle performance qu'a fait la DSM, parce qu'elles ont roulé toute la journée, donc à 5, enfin à 4 même. Dans le final, il n'y avait plus grand monde. Elle n'a pas paniqué, Cocotte. Parce que forcément, Juliette Labousse n'a pas énormément bossé vu qu'elle est dans le top 10. Mais derrière, le job qu'a fait DSM aussi aujourd'hui pour faciliter le sprint, et puis Lorena Vibes, oui, derrière, elle met une mine dans le sprint, alors monumental. Balsamo, Balsamo, elle fait deux. Elle pouvait pas faire beaucoup mieux aujourd'hui. Hein. Sur le plat, face à Vibes, elle devance quand même Vos, Barbieri et Van der Duyn, qui avait fait déjà un bon sprint du côté de Le Col Wahoo le premier jour. Maike Van der Duyn, pardon. Du côté de Balsamo, encore un podium pour Trek, qui est pour moi l'équipe la plus solide depuis le début de la course. Hein. Elle peut saluer également le gros travail d'Audrey Cordon-Rago dans les 7-8 derniers kilomètres à l'avant du peloton, qui a permis aussi de revenir sur Victor Berthaud. Et puis Balsamo, elle a fait le job. C'est dommage quand même que Longo Borghini ait pris la dérivation. Faut lire le roadbook quand même, parce que je pense que ça c'était marqué sur le roadbook. Si c'était pas marqué sur le roadbook, c'est-à-dire que l'organisation a un peu chié dans la colle. Mais je pense que c'était sur le roadbook. Donc ce qui fait sans poisson pilote, mais de toute manière, même s'il y avait le poisson pilote, Vibes a été tellement au-dessus que tu pourrais faire n'importe quoi. Hein. Enfin voilà, c'était impossible à suivre. Donc Balsamo, voilà, elle réussit à prendre la deuxième place. C'est dommage qu'elle n'ait pas fait beaucoup de sprints depuis le début de la course, parce que c'est vrai qu'elle est pas très bien classée, mais elle montre, championne du monde, qu'elle est encore là. C'est vrai qu'on avait des doutes sur sa condition physique. C'est rassurant. Et puis pour Longo Borghini, en montagne, la Trek sera solide. La FDJ aussi, ça sera pas mal pour aider leur leader. C'est des équipes qui peuvent faire mal à Van Vleuten, à Neviadoma. Je sais pas si Canyon est aussi costaud. Ça sera à voir. Et puis je termine avec Persico. Toujours là, Persico. Et puis les jambes sont bonnes. Aujourd'hui, elle fait 7ème du sprint, Persico, pour la Valcar. C'est bien aussi, parce que la Valcar est une équipe qui est en 2e division. Alors, c'est une équipe qui est en 2e division, mais avec un très bel effectif. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas en World Tour, ce qui me semble assez surprenant. Quand tu vois quand même qu'elles ont dans leur effectif notamment Chiara Consoni, qu'elles ont remporté 9 victoires depuis le début de saison, notamment une étape du Tour d'Italie, mais des courses également en Belgique.
que Persico a fini 3ème du Ceratizi Festival Elsevier Cup. Je me demande comment cette équipe peut pas être en World Tour. Surtout quand tu vois notamment qu'Ogeas en World Tour, enfin il y a des équipes qui sont moins fortes que Valcar. Je suis assez surpris. Et c'est une équipe qui a aussi un minimum de moyens, quoi, hein. C'est pas une toute petite équipe, Valcar. Et pour le moment, elles font du très très bon boulot dans cette formation, avec notamment Margot Vigier, qui a bien remonté le peloton à un moment, là aussi, qui a bien roulé. Donc c'est bien, c'est du bon travail en ce moment que fait la Valcar. Ça roule bien du côté de cette équipe. Et puis on va voir ce que ça va donner dans les jours à venir. Mais bon, Persico, il faudra faire attention à elle, hein. On ne l'avait pas vraiment coché parmi les favorites en début de Giro, mais bon, pour le moment les jambes sont là. Elle a fait 7ème du dernier Giro, ça marche plutôt bien pour la concurrente italienne. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, on commence avec Lotte Kopecky. C'est du côté des sprints, c'est un peu la déception quand même de ce Tour de France, Lotte Kopecky. Si on devait faire un bilan des sprints après cette étape numéro 5. C'est vrai que j'ai l'impression quand même qu'elle est moins en forme qu'au printemps. Parce que c'est vrai qu'au printemps, elle était très très forte, pleine de puissance. Et que là, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas. Qu'elle est peut-être dans un temps un peu faible de sa saison. Lotte Kopecky, elle qui, je rappelle, a remporté l'Estrade et le Tour des Flandres en 2022 et qui a fait 2ème de Paris-Roubaix également. Mais j'ai l'impression que là, c'est un peu plus compliqué pour elle sur cette course. Alors aujourd'hui, elle ne fait pas le sprint, mais elle est gênée par la chute, hein. Donc elle est obligée de faire un gros travail pour remonter le peloton parce que la Trek et d'autres formations n'ont pas forcément aidé Lotte Kopecky. Et puis après, elle s'est retrouvée un peu en difficulté. Et puis sur le sprint, elle peut pas le produire parce que de toute manière, je pense qu'il y a plus beaucoup d'énergie pour Lotte Kopecky. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu fatiguée, tout simplement, de ses efforts de la journée. Mais oui, c'est un Tour de France un peu compliqué. Et puis même chez SD Works, hein, parce que alors certes hier il y a eu la victoire de Marlène Reusser, mais là Chantal Blaak, bien tombée, hein, Chantal Blaak, on verra si elle arrive vraiment à poursuivre la course parce que le coude était vraiment sérieusement amoché. Donc c'est pas top, hein, pour Moolman et Vollering parce que ça fait une équipière de moins. Lotte Kopecky elle aidera pas en haute montagne. Chantal Blaak aurait pu aider sur le plat, mais également un petit peu en côte. Donc ça risque d'être compliqué quand même pour Moolman et Vollering. Et bon, c'est difficile de mettre l'une au service de l'autre. Je rappelle, il n'y a que 6 secondes d'écart entre les deux. Donc c'est pas l'idéal. Ça pourrait aider Juliette Labou qui est juste derrière ces deux concurrentes au classement. Emma Nosgard, bah oui, hein, c'est toujours décevant de tomber, bien entendu. Grosse chute. Je pense clavicule, hein, pour Emma Nosgard. Ça arrive quand même pas au top moment pour la Danoise parce que clavicule au mois de juillet, fin juillet, il y a quand même des grosses échéances. Je pense que le Tour de Scandinavie, c'est mort. Et les championnats du monde mi-septembre, il faudra voir. C'est le genre de grosse chute où de toute manière, tu peux rien faire, hein. Il y a pas... Voilà, ça tombe dans les premières positions. Elle peut rien faire. C'est un Tour de France un peu compliqué parce qu'à part son sprint lors du premier jour, c'est vrai que sinon ça a été difficile. Alors que il y a eu quand même une bonne Rye London Classic. Il y a eu un gros début de saison également de la part d'Emma Nosgard. C'est vrai que les classiques c'était très très bien passé pour elle. C'est un peu plus compliqué depuis sur le Giro notamment, qui a été un petit peu difficile pour Emma Nosgard. Et puis là oui, cette blessure qui tombe au mauvais moment pour Emma Nosgard à 23 ans. Et puis elle n'a jamais pu faire les sprints comme elle le souhaitait. Enfin voilà, ça a été un peu comme Lotte Kopecky, une course difficile. Et puis pour Van Vleuten, hein, c'est une fille en moins qui aurait pu l'aider dans l'étape de montagne notamment en début de journée. Et là, on a une fille en moins pour le général. Donc ça risque peut-être d'être compliqué pour elle parce que oui, ça peut... c'est pas l'idéal.
dans ce genre de situation. On préfère être... Enfin, on préfère être dans une situation voilà, où il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, quoi. Là, c'est vrai que... Enfin, voilà, du côté de Van Vleuten, des problèmes physiques. Elle n'arrive pas en confiance déjà avant la première étape de montagne, mais en plus, elle se retrouve dans une situation où elles sont en sous-nombre désormais là, du côté de la Movistar. C'est pas l'idéal et Northgard, c'est quand même une fille qui peut aider, notamment sur le plat, énormément. Dernier flop, eh bien c'est Confalonieri. J'ai pas compris pourquoi chez Ceratizit on n'a pas fait sprinter Lisa Brennauer. Et Confalonieri, pourtant elle est bien placée, c'est elle qui lance ce sprint. Elle démarre peut-être un peu tôt, mais bon, c'est pas non plus extrême. Par contre, il n'y a pas de puissance, quoi. Hein. Chez Confalonieri, donc son sprint, elle se fait dépasser par tout le monde. Parce qu'elle lance quand même le sprint en deuxième position, elle finit sixième. Elle perd 5 places en 200 mètres, c'est beaucoup. Donc ça montre que le sprint a été difficile et c'est bizarre qu'on n'ait pas utilisé Lisa Brennauer. Alors peut-être que Lisa Brennauer n'a pas réussi à passer cette côte du Haut-Bois qui permettait d'avoir les bonus. Mais on avait fait plutôt du bon travail pour Ceratizit, notamment avec Asensio, qui avait fait du bon job. Mais on n'a pas réussi à conclure avec notre ami Confalonieri, pardon, je vais y arriver. Donc je suis assez surpris par sa stratégie de Ceratizit de faire sprinter l'italienne aujourd'hui. Alors c'est pas une mauvaise sprinteuse, hein, mais je pense que Brennauer est meilleure sur ce type de situation. Alors peut-être que Brennauer n'avait pas passé la bosse, mais oui, c'est un peu dommageable. Voilà, quand on est dans ce genre de situation, voilà, j'aurais préféré qu'elle fasse un meilleur sprint. Voilà, un petit peu déçu par Confalonieri, qui a sa cousine également qui court dans ce Tour de France. C'est Alice Maria Arzoutfi. Et est-ce qu'il y a la sœur de celle-ci? Non, la sœur ne roule pas. Mais oui, c'est assez marrant voilà, d'avoir deux cousines dans le même Tour de France. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, on a une étape du côté de Rochheim un peu vallonnée, présentation à 7h30, débrief dans la soirée. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao, ciao!